Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Ce qu'on disait tout à l'heure, où ça peut être une charge mentale, la productivité et tout, d'avoir plein de dossiers, mais t'es peut-être un peu plus, t'es moins dépendant de chaque client, alors que toi, vu que t'avais des plus gros dossiers, si t'en avais un qui partait, du coup, ça pouvait te faire potentiellement un assez gros trou. Ça pouvait. Mais ce qui fait que j'avais jamais le chiffre d'affaires qu'il me fallait pour couvrir mon année. Ça, je commençais l'année, il m'en manquait 100 000. Donc, il fallait que j'aille chercher 100 000. Ah oui, parce que vu que tu avais rien, j'avais un, puis avec qui était parti, puis j'avais recruté quelqu'un, puis j'avais fait des investissements, puis ci, puis ça. Donc, il fallait entre 80 000 et 120 000 ou 100 000 euros par an de nouveaux chiffres d'affaires. Il fallait que tu ailles les chercher tous les ans. Fallait développer le chiffre interne, et aller chercher des nouveaux. Donc, je travaille beaucoup, je me fais coacher, j'ai envie de moins travailler. Quand tu dis que tu travailles beaucoup, c'est toi, pour le coup, tu travailles le week-end beaucoup, pour moi, c'est j'arrive à 9h, 9h30 au bureau, 9h30, puis je pars à 19h30. J'arrive à 20h chez moi. Donc, je pars de 9h à 20h de chez moi. C'est beaucoup pour toi, parce qu'il y en a qui vont nous écouter, je pense, qui sont en collab ou experts comptables mémorialistes ou experts comptables, où c'est plutôt la norme. Alors, écoute, après non, mais chacun voit... Moi, je dis à mes enfants, comme ils me disent c'est normal, je dis il n'y a pas de normal. Normal, c'est la norme, il n'y a pas de norme. Donc, non, il n'y a pas de normal. Donc, mais j'y allais peut-être des fois le samedi, mais après, je m'étais dit non, je vais plus le samedi. Je ramenais des fois des dossiers au bureau ou l'ordinateur le week-end. Après, j'ai dit non. Enfin, petit à petit, j'ai dit non, je ramène plus de dossiers, je ramène plus. Non, je suis à la maison, même si j'arrive tard, mais stop. Je mettais les limites, quoi. Donc, j'ai perdu le fil de la question, mais... Je crois que tu avais bien développé. En gros, je te disais, tout se passe bien, pour développer du chiffre, donc je travaille trop. Et je me fais, en 2015, je commence Et tu te fais coacher. Je me fais coacher parce que, écoute, encore un des trucs mentaux, mais je suis au CJD, je fais la première année, c'est super. Je rencontre des dirigeants, je lis des trucs, je vois des trucs, et j'ose me faire coacher en me disant, tous les dirigeants qui réussissent, ils ont un coach. Alors moi aussi, je vais avoir un coach. Et c'est comme ça que je me fais coacher. Et le coaching, ça démarre avec je travaille trop. Je voudrais rentrer plus tôt chez moi. En fait, c'était pas je travaille trop. C'était je voudrais rentrer juste un peu plus tôt à la maison le soir. Non, j'étais pas capable. Je suis pas capable. Déjà, j'arrive à 9h30 au bureau. C'était mon meilleur. Donc voilà. Donc t'étais pas le premier à arriver au bureau. Je n'ai jamais eu de souci avec ça. Donc ni le premier, ni à partir des fois, ni le dernier à partir. Non, je n'étais pas là-dedans. Donc, je fais un coaching qui démarre là-dessus, mais en fait, on fait beaucoup de perso. Et on démarre sur au moins... on commence pas le pro avant, je sais pas combien de temps, avant des mois, voire une année. Tu t'en rendais compte à ce moment-là? Oui, ça me faisait bouger. Mais tu disais pas je stagne, c'est chiant là, moi je venais pour le pro et... Non, je me pose pas la question. Non, parce que je vois que ça me fait bouger, je vois que je suis pas heureux dans mon couple, qu'on en parle, je vois que ça me fait du bien. Le rendez-vous, je le prends à 16h. Quand j'ai fini coaching, je ne retourne pas au bureau. Quand j'ai fini coaching, je vais prendre mon apéro tout seul avec moi dans un café que j'adore, rue du Faubourg Montmartre. Et je rentre chez moi après. Donc, je n'ai pas genre coaching et après tu retournes au bureau dans la... Il y a des bilans à finir après. Non, je m'arrange pour que... Non.
Voilà. De toute façon, c'est pas moi qui les faisais les bilans, c'était l'équipe. Et là, tu vois que ça a des impacts sur toi, au niveau perso, même au niveau du cabinet. Ouais, c'est 2015, je rentre au CJD, donc centre des jeunes dirigeants. Donc là, c'est... Et donc, c'est un autre regard sur l'entreprise. Donc, je quitte le BNI au bout de 4 ans et je rentre au centre des jeunes dirigeants. Vraiment une belle école, entre guillemets, des belles rencontres, des formations sur... voilà, je découvre le management, plein de sujets, des conférences, des congrès, vraiment, écoute, une ouverture d'esprit des chakras de l'entrepreneur extraordinaire et discuter avec d'autres dirigeants. Et t'es là parce que t'es un dirigeant toi aussi. C'est déjà, tu as un atome crochu pour engager la conversation. Alors, on veut te mettre dans la case d'expert comptable, mais moi, je me mets pas. Je suis un dirigeant comme toi et on discute de dirigeant à dirigeant. Ça fait du bien. Et quand on essaye de me mettre dans la case expert comptable parce qu'on aime bien ça, mettre les gens dans leur case, que je déteste, des fois, j'ai pas le choix parce que c'est comme ça. Mais en fait, là-bas, on est tous des dirigeants. Non, mais c'est vrai que, pareil, j'avais pas... C'est la puissance des mots, mais j'avais pas forcément intellectualisé la chose. Mais c'est vrai que y a des dirigeants d'entreprise, quand tu leur demandes ce qu'ils font, ils disent « je suis dirigeant ». Alors que les experts comptables, ils disent « je suis expert comptable ». Ouais. Ils disent pas... Pour ceux qui dirigent un cabinet, ils vont d'abord se définir par la matière plutôt que par le statut qu'ils ont. Ils se définissent par la position technique. Voilà. Donc, et toi, tu voulais pas de ça? Non, quand je suis arrivé au CJD, c'était encore là, encore plus. Et je suis dirigeant d'une société d'expertise comptable. Et il se trouve, je suis expert comptable et je suis diplômé. Et cette posture m'allait bien. Parce que ça m'aidait à prendre du recul, à voir tous les aspects de l'entreprise, de mon entreprise. Mais j'avais déjà ça, mais alors là, ça s'accentue. Oui, parce que je pense qu'il y avait des choses que tu faisais un peu naturellement. Ouais. Et après que tu découvres les théories, ce qui se cache derrière, et tu te dis, mais oui, c'est ça en fait. T'as dû adorer, je pense. Ouais, j'ai adoré. Je découvre le co-développement, ils font du co-développement sans en faire. Je participe à il y avait des commissions, tu avais autant des réunions à 100 que des petits groupes de travail à 10. Donc, je fais 2 ans en agilité et je découvre une méthode en agilité qui est hyper puissante. C'est de l'apprentissage. Donc, tu mets un paperboard dans l'équipe. Et dans l'équipe, c'est-à-dire dans les bureaux, puis tu fais remonter les problèmes et tu coaches et tu challenges le collaborateur qui a remonté un problème pour qu'il amène lui-même ses solutions. Extraordinaire. Et donc, on fait ça pendant 1 an, entre dirigeants, mais en fait, on doit le mettre en place dans nos équipes, avec nos équipes dans nos entreprises. J'aime tellement que je le fais une 2e année. J'adore la démarche. Elle est hyper naturelle. Tellement que des fois, j'aide ma fille qui fait ses études, j'utilise la méthode, elle kiffe. « Et papa, on peut faire le truc de coaching que tu m'as fait la dernière fois sur le grand tableau ?» Ouais, on va le faire. Je le fais avec un dirigeant, on se coach entre nous, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une technique que j'utilise dans mes coachings qui est hyper puissante. Voilà. Et j'ai lu un livre de coaching, ils ont à peu près la même. Donc, ils ont juste rajouté une colonne, mais... Voilà, donc le CJD, c'est la super grande découverte. Je prends conscience de trucs, je me fais coacher sur du commercial. Enfin, coach commercial, accompagnement commercial. Vu que j'avais ce challenge d'avoir du chiffre, je me fais aider, je me fais accompagner. J'apprends encore d'autres trucs. Je développe le chiffre interne, j'augmente le chiffre d'affaires, j'améliore la fidélité client. Voilà, j'explore des trucs, je découvre, je m'amuse. Tu deviens un vrai dirigeant, on peut dire ça. Ouais, exactement. Ouais. À quel moment alors tu as le shift où tu te dis finalement l'expertise comptable, c'est plus pour moi, parce que là du coup tu kiffes là. Là, je kiffe, mais en même temps, je sais que j'ai envie de faire du conseil. Je sais qu'en trame de fond, il y a les mandats qui vont se terminer que j'aurai plus avec la loi Pacte. Je vais devoir me transformer l'activité, générer du nouveau chiffre que je ne sais pas d'où je vais le sortir. J'ai envie de faire de la formation. Je crée des supports de formation, je fais des brainstorming avec des clients, j'en ai écrit des trucs, mais je la fais pas la formation, j'y arrive pas.
Et puis, comment j'ai le shift? En fait, c'est un shift où j'ai commencé en 2018 à me dire dans mon couple, ça va pas. En 2019, je quitte le foyer. Puis je commence là à faire des gros changements. Donc, je quitte le foyer. En 2020, je quitte la France. Je reviens à des valeurs plus fondamentales. Et puis, à un moment donné, ça fait plus de sens Donc, tu quittes la France, mais tu continues quand même. Je quitte. Je vais vivre ailleurs pendant le Covid. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu es toujours dirigeant du gère mon cabinet à distance. Voilà, je gère mon cabinet à distance. Et comment la petite graine elle est arrivée, c'est en juin 2019, j'assiste à un congrès régional du CJD. Et puis avec un copain que j'avais à l'époque, il me dit, c'est une belle boîte de 50 personnes. Il me dit, tu sais, Mickaël, j'ai réfléchi, je vais peut-être vendre. Et puis quand il me dit ça, je dis... Et là, la graine, elle fait direct, elle dit, et moi, pourquoi je ne vendrais pas? Parce qu'en fait, tu t'étais jamais posé la question. Enfin, en fait, c'était pas non, c'est pas une éventualité. Et là, ce jour-là, quand il me dit ça, ça fait boum. Je dis, et pourquoi ce serait pas moi qui vendrais? C'est ça ma peur de sortir, en fait. Mais pourquoi? Et donc là, je me dis, et là, la graine, toutes les graines là d'avant, mais celle-là, elle reste. Il y a le confinement. Alors là, je suis confinement. J'ai dit, ok. Donc le confinement, il débute en France? Non, ça c'était un an avant. Ça c'était un an avant. Je me dis en juin 2019, pourquoi pas moi? Je vais peut-être vendre. Quand il y a le confinement, donc il y a plus de relations humaines puisqu'on fait tout à distance. Alors là, le métier, j'aime plus. Attends, on voit plus les gens. Moi, c'est ça que je kiffais, voir les gens, voir les collaborateurs, aller manger au resto avec des collaborateurs, des clients, des prospects, des machins, des trucs. Il y a plus. Ah non, ça m'intéresse plus. J'ai plus envie. En plus, j'avais peut-être envie de vendre. En septembre 2020, je commence à avoir le premier potentiel repreneur. Ça a mis du temps. Et là, c'est parti. Quand en septembre 2020, je commence à avoir le premier repreneur potentiel, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai continué jusqu'à trouver la bonne personne. Voilà. Et je signe en janvier 22. La vente. À distance. Oui, je ne suis même pas là. Je ne suis même pas physiquement présent à Paris. Et il accepte qu'on signe... un bonne et due forme, la vente à distance. Donc, Et comment tu fais pour gérer tes équipes à distance? Je leur donne beaucoup d'autonomie. Je leur ai déjà donné ma confiance. Je les ai en... Il y en a un avec tous les... On se fixait une réunion sur les dossiers une fois par semaine. Et puis, un qui était un peu plus manager, avec qui c'était plutôt tous les 2 semaines, mais on avait un point dossier. Et puis, des fois, on s'appelait comme ça, sans trop avoir de sujet aussi, quoi. Bon, de temps en temps pour... Ou alors, on commençait la réunion dossier par un peu discuter, quoi. Voilà. Et eux, ils sont bien parce ils ont jamais eu un tel degré de confiance qu'on leur a donné. Et moi, je suis bien parce que je sais qu'ils sont sérieux, qu'ils font le job. Et j'ai pas... De toute façon, même quand j'étais là, je les fliquais pas, mais c'est sûr, j'étais plus là. Mais là... De toute façon, entre guillemets, j'ai fait mon choix. J'assume de ne pas être là et de gérer à distance. Ton rôle au sein du cabinet, du coup, c'était essentiellement les réunions et les points clients que tu faisais avec eux, ou tu continuais aussi de produire à distance? Non, là, je ne produis plus à distance. J'avais décidé de plus... tout ce que je pouvais ne pas produire, je ne le produisais pas. Déjà, les bilans, je ne les produisais pas. Les revues bilans, je les avais déléguées au manager. La première année, bon, c'était un peu... Bon, ça a mis peut-être 2 ans à se mettre, mais après, ils revoyaient les dossiers et ils me remontaient ça à note de revue. Et on avait une présentation atypique qu'on faisait aux clients. Il y avait que, je pense, pas beaucoup. C'est qu'on leur faisait une réunion de 2 heures, d'1h30, 2 heures. On leur présentait les comptes de façon pédagogique et imagée, puis ci, puis ça. Puis comme tu savais comme je bien savais faire d'avant, puis que j'ai fait là. Comme moi, je ne sais pas faire une réunion de présentation des comptes en expertise, mais tiens, je faisais des trucs en audit qui plaisaient bien, donc je vais le refaire en expertise, puisque ça plaisait. Donc, on présentait vraiment les comptes de façon dynamique. Et moi, c'était ce document que je relisais. Ça me faisait comprendre ce qu'il y avait dans les comptes, le dossier, le truc. Et j'étais présent au moment clé. C'est-à-dire à cette réunion-là, j'étais présent au début à la signature, quand on revoyait les honoraires, quand on faisait un point sur la relation avec les clients, quand il y avait une mission exceptionnelle. Mais quand il y avait une mission exceptionnelle ou une mission de conseil, d'accompagnement, je déléguais tout ce que je pouvais. Des fois, j'en faisais tout seul. C'est parce que soit l'équipe avait vraiment pas le temps, soit c'était méga atypique. Voilà. Et donc, tu disais que tu étais à distance, donc tu étais dans quel pays du coup? J'étais en Suède. Et pourquoi la Suède?
parce que c'était libre. On pouvait respirer sans masque. Et tout était ouvert. Et là, voilà. Et alors, donc, tu nous disais que tu produisais plus, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu devais t'ennuyer en Suède. Alors, j'avais Qu'est-ce mes que pouces et je les tournais comme ça dans un sens, puis après dans l'autre. Voilà. Puis non, en Suède, c'est vrai que je travaillais un gros mi-temps ou un gros 2/3 temps. C'est quand même de gérer une entreprise, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, ça prend de la bande passante, ça prend de la charge mentale, ça... Parce que c'est pas parce que tu fais pas de la technique que tu travailles pas. Tu gères l'équipe, tu gères la gestion, tu gères l'administratif, tu gères un dossier, tu gères un client, tu gères le truc compliqué, un nouveau client, donc toujours quelque chose. Toujours une réunion bilan par-ci, une réunion bilan par-là, un prévisionnel par-ci. Donc je m'ennuyais pas. Comment ça se passe quand on a un cabinet et qu'on veut le vendre? Comment tu fais pour trouver des potentiels repreneurs, sachant que tu es à distance en plus? Je ne sais pas si tu avais des critères un peu ou des red flags. Comment tu fais pour choisir le repreneur? Alors j'avais un téléphone et un numéro, puis je les appelais. Hey, salut, ça va? Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Mais je sais pas, tu poses des annonces pour dire que tu revends. Non, je veux pas vendre. Tu vas pas appeler tout l'annuaire. Non, mais je veux pas vendre à un inconnu. Je veux pas vendre, aller au cabinet de reprise là. Je veux pas vendre, je veux pas mettre mon cabinet dans. Je veux pas avoir affaire pas à des inconnus. Donc dans le premier, je le connaissais. Voilà, le deuxième. J'en parle, on me dit tiens, bah, peut-être moi je connais telle personne, appelle-la de ma part. C'est que des trucs comme ça. Soit appelle-la de ma part, soit je demande à quelqu'un que je connais, ça le fait pas. Voilà. Et puis ça l'a fait puisque lui il rachète des cabinets. Donc tu signes la vente, alors comment tu te sens? Quand j'ai signé, Ouais. il y a eu un coucher de soleil cadeau, le ciel rose, magnifique, super. On a fêté ça, quoi. J'étais libéré, content, excité. Genre, ça c'est fait, quoi. Et alors la suite, est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais faire après, ou tu te posais pas la question, tu faisais une pause? En 2021, je savais que j'allais vendre parce que je cherchais. Donc, j'avais des cahiers que je note et je vais faire ci, je sais faire ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça, qu'est-ce que je sais faire. Bon, bref, j'ai cogité. Tu faisais un peu ton bilan de compétences à toi. Ouais, mon bilan de qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je voudrais faire, tout ça. Puis, sans vraiment trouver, je tournais en rond. En 2022, je me dis, tiens, je pourrais peut-être aider les gens à faire des changements dans leur vie. Mais quand j'ai vendu, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. C'est vrai que toi, tu avais eu pas mal de changements, du coup. Ouais, moi, j'ai fait pas mal. Je suis sorti de ma zone de confort, ouais, carrément. Je suis allé vers la zone de magie. Donc, je ne connais pas cette expression. Mais... Oh, je l'aime bien. Ouais, je vends sans trop savoir ce que je vais faire. Mais je me fais confiance. J'ai des peurs parfois, hein, mais je les assume. Je me dis, OK, j'ai peur, c'est normal puisque c'est le vide. Donc, en même temps, j'ai vendu mon cabinet, donc j'ai un petit peu de sous. Donc, je me dis, j'ai de quoi assurer un peu de transition, une période. Mais bon, ça part vite quand même. Hein. Quand tu gagnes pas d'argent et que tu fais qu'en dépenser, ça part. Donc, et puis après, je me dis, je vais aider les gens à faire des changements dans leur vie. J'ai commencé à aider des gens à prendre des décisions. Mais bon, je voyais que ça allait être compliqué d'aider le particulier à faire des changements. J'étais pas précis. Et après, j'avais quand même les experts comptables dans la tête. Je savais que je pouvais quand même les aider. Et j'avais un truc que j'avais envie, c'était de les aider j'appelais redimensionner les honoraires, c'est-à-dire à augmenter les honoraires. Parce que j'avais mis en place une pratique de les augmenter sur 3 ans. C'est-à-dire que quand je les rencontrais, on faisait le bilan de l'année. Après tout le cycle, donc on les rencontrait, on faisait le point sur la relation client, puis on augmentait l'année qui venait de passer. Donc l'année en cours, l'année passée et l'année d'après, en général. On augmentait donc N-1, N+1, en gros. Donc je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal, c'est du concret. Sur quels arguments tu augmentes les honoraires, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu apportes en plus au client qui justifie les honoraires? Ah non, je lui ai juste dit je lui ai vendu un forfait, on est complètement à côté de la plaque, que c'est à cause de telle et telle raison, que là-dessus, c'est nous, on s'est un peu planté, mais là-dessus, c'est l'augmentation du volume, là-dessus, c'est ci, là-dessus, c'est ça. Je décortique tout, je montre tout, je monte tous les temps par catégorie de tâches,
Et je lui dis, on est à côté. Donc, ça, ok, je veux bien, mais là, je peux pas. Je peux pas assumer, parce que sinon, voilà. Mais il n'y a même pas besoin de dire ça. Il n'y a même pas besoin de dire ça. Quand tu es partenaire, quand tu travailles avec les gens, tu leur expliques que c'est juste équitable. Et l'équité, c'est de réaugmenter l'année qui vient de passer parce qu'on était vraiment en dessous. Puis j'avais une petite clause dans la lettre de mission qui disait que l'année en cours, est normal, puisqu'on augmente l'année dernière, on fait comment pour cette année, ou alors on augmente cette année, on fait comment pour l'année dernière. Puis quand je pouvais dire, tu sais, l'année prochaine, l'année qui arrive, là, on va faire comment? Quand je pouvais, je le faisais. Donc, mais par contre, oui, c'est une réunion qui te prend 2 ou 3 heures à préparer et qui te prend 2 heures à faire avec le client. Mais après, je peux te dire, c'est bien les heures sont rentabilisées. T'impliques le collaborateur parce que on prépare le truc ensemble, on voit le client ensemble, on déroule tout le qu'est-ce qui va pas de chaque côté. C'est pas genre le client est roi, lui fait tout bien, nous on fait tout bien ou pas bien. Non, on explique qu'est-ce qu'il faut modifier de chaque côté. Et qu'est-ce que nous, là, on peut s'améliorer, on n'augmente pas les honoraires, puisqu'on va s'améliorer sur ce point-là. Mais sur celui-là, non. Non, là, c'est pas possible. Voilà. Et donc ça se comprend. Un dirigeant, de dirigeant à dirigeant, tu lui expliques ça, il te dit pas non. Et donc ça faisait partie c'était une des missions où tu t'es dit, côté expert comptable, je peux les aider. À revaloriser, ouais. Donc je débarque sur LinkedIn avec cette idée, waouh, je vais vous aider à faire ça. Flop. Ça prend pas. C'est genre, bon, ok, non. J'appelle j'appelle des experts comptables que je connais. Je me dis, identifier 50 personnes que je connais à appeler. Puis ce truc-là prend pas, mais ils me racontent leur autre problème. Non, mais tu sais, par contre, sur ça. Au final, je me dis, peut-être pour juste les gens que je connais, je peux peut-être les aider sur tout ce qu'il m'a expliqué. Là, je cours trop, on fait plus rien, les gens sont plus motivés, ou il faut qu'on relance des trucs dans le cabinet, ou il faut faire du chiffre, ou quoi. Donc, je me dis, là, je pourrais les aider comme ci, je pourrais les aider comme ça. Et en faisant avec les premiers un petit peu en off, sans le dire sur LinkedIn au début, je me rends compte que je gagne un contrat, je gagne un deuxième, on me fait confiance. Il y a une deuxième qui me fait confiance, je me dis, là, j'ouvre. Donc en fait, heureusement que j'y suis allé avec mon truc de augmentation des honoraires. Ça m'a permis de faire le premier pas et d'ajuster hyper vite. Et du coup, concrètement, quelles sont les problématiques que tu vois le plus, ou est-ce que tu as des exemples, donc sans citer de nom évidemment, mais de situations sur lesquelles tu es amené à accompagner les experts comptables aujourd'hui pour que tu nous expliques pratiquement comment ça s'organise. Est-ce que c'est quoi? C'est des rendez-vous, c'est des visios que tu fais, coaching? C'est des séances de coaching en visio quand je suis à distance, que je n'habite pas en France. Et quand je suis là à Paris, comme en ce moment, je vais les rencontrer, on fait la réunion dans leur bureau. Donc, on fait ça en physique, quoi. Donc, Alors, les sujets, écoute, d'abord, je me suis dit, c'est un peu la loi du moindre effort. C'est-à-dire, je me suis dit, avant d'aller vers l'expert comptable, où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, que ça soit le plus rapide, le plus facile, avec le moins d'effort. C'est les experts comptables. J'ai été expert comptable 10 ans. J'étais salarié 15 ans, j'ai fait plein de changements, je me suis formé à ma relation à l'argent, je me suis fait coacher, j'adore la communication non violente, je m'intéresse à la transformation des pensées, à l'évolution personnelle, j'en ai fait plein, j'ai bougé, j'ai changé mes valeurs, j'ai fait des trucs, j'ai travaillé sur la stratégie la dernière année. La première année, j'ai travaillé sur la stratégie de mon cabinet en 2013, et la dernière année aussi, enfin en 2018 plutôt, pour être précis. Donc, j'ai fait des trucs. Je peux aider. Je vais aider les gens qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire qui étaient seuls associés et qui ont une équipe. Donc, je les connais, les problématiques. C'est ça le plus proche de moi. Je suis crédible. Voilà. Ce que j'ai vécu, je vais les aider. Et les problèmes que je rencontre, c'est je cours trop. Je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau. C'est un problème parce que je cours trop. Je suis le chef d'entreprise, mais je cours trop. Il y en a qui vont me dire on fait plus rien. Je fais plus rien. C'est-à-dire que je fais, mais je fais plus rien. Je fais plus. Voilà, il y a les clients, il y a du chiffre d'affaires, des équipes, ils partent, routine, ils viennent, voilà, mais on fait plus rien dans le sens que je fais plus évoluer le cabinet. Donc ça peut être un problème. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais pas quoi, Mickaël, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ok. Donc les réseaux sociaux, on est nul, notre site il est nul. Ou d'autres, c'est il me faut du chiffre parce que sinon je mets la clé sous la porte. Ou
L'organisation du cabinet, ça va pas. J'ai envie d'évoluer. Voilà. Et puis en fait, ça, c'est aux 1 ou 2 premiers rendez-vous qui sont avant qu'on commence les séances de coaching. Puis après, il y a d'autres sujets qui arrivent. Tu te rends compte qu'ils ont du mal avec des croyances qui sont handicapantes. Ce côté perso, peut-être aussi. Enfin, c'est très lié au pro, c'est les deux. C'est les deux. De toute façon, c'est lié. Je veux dire, pro-perso, on est des êtres humains, on arrive à notre travail et puis on a des blocages dans notre tête. Donc, c'est du pro ou c'est du perso? Je sais pas. Je ne mets plus dans des cases. J'évite. Donc, voilà. Donc, je les aide à débloquer des trucs dans leur tête et à débloquer des trucs qu'ils ne faisaient pas. Quand je leur dis, bon, OK, on va retravailler ton offre. OK. Donc, c'est quoi que tu apportes à tes clients? C'est-à-dire, je leur apporte un bilan, une réunion bilan, optimisation fiscale. Non, mais tu apportes un peu plus. Tu fais une réunion bilan, tu fais de la pédagogie. Tu fais quoi? Donc là, première quinzaine, ça bug. Mais quand je lui débloque dans sa tête, elle a compris, on y va. Et là, on a commencé en séance. Je dis, OK, pour la prochaine séance, tu creuses le truc. Et elle a creusé le truc. Là, elle a sorti ses offres. On a préparé un espèce de... OK, pour préparer une offre, les douleurs, les bénéfices clients, et qui fait le job, combien de temps, quelles étapes, machin. Bon, une fois que tu as fait quelque chose de ce genre-là, tu as dégrossi de quoi faire une offre. Des choses simples. Qui sont, pour moi, c'est simple. Moi, je les ai intégrées et j'aide les autres à intégrer et je les énergise ou soit je les énergise, soit je leur envoie de la sérénité. Les deux, je pense que... Voilà. En général, ils arrivent stressés, fatigués à la séance et ils repartent avec le smile et avec des trucs à faire. Ah non, Mickaël, je suis super content. Et je sais qu'ils sont arrivés, ils m'ont dit, je pose toujours la question, au début, comment ils sont, stressés, fatigués, puis comment ils repartent, ils sont contents. Ils ont la pêche. Donc, parce qu'ils sont remis en action, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont fait bouger des trucs et ils savent que ça va avoir un impact. Et donc, moi, ça fait ma journée, quoi. Donc c'est bon. Ça me met la pêche pour continuer, pour expliquer mieux ce que je fais. Donc voilà. Maintenant que tu es un peu sorti de la profession, est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux en tant qu'ancien expert comptable et maintenant en tant que coach un peu des experts comptables? Ouais. Quand tu sors d'un système, tu vois le système de l'extérieur. C'est comme les astronautes, ils voient la planète. Mais là, je vois... Et donc, tu vois, quand tu es out of the box, tu vois la box et tu dis, wow. Donc, et puis, je vois des choses que je voyais... Parce que moi, on ne me racontait pas tout ce qu'on me raconte aujourd'hui. Parce que tu étais quand même entouré d'experts comptables. Ouais, mais on ne se confie pas tout ça à ce point-là. On me confie des trucs, je suis soumis au secret, à la confidentialité. Mais je ne savais pas à quel point... Moi, ce que je faisais, je pensais que c'était un peu évident. C'est quand je faisais parce que c'était naturel pour toi. Ouais, je le faisais naturellement. Je faisais mes propositions de mission, j'augmentais mes honoraires. Je savais que c'était un peu agile et un peu... Mais bon, je ne savais pas comment ils faisaient trop vraiment les autres. Je savais que les collaborateurs, ils aimaient bien bosser avec moi. Je savais que les clients aussi. Mais je ne comprenais pas trop pourquoi. En fait, oui, c'est du genre l'expert comptable qui fait tout, un peu le homme orchestre. Là, il a un instrument dans chaque main, dans chaque pied, dans la bouche, et un avec la tête. Il fait les cymbales, enfin. Donc, c'est ce genre de choses-là, de pas être comme un dirigeant d'entreprise. C'est hallucinant. Encore plus qu'avant, quoi. Donc, tout sort, c'est parti, c'est par... j'ai pas tout qui me vient en tête là, mais c'est des trucs comme ça. Quand on se dit que, comme on disait tout à l'heure, où ils se considéraient aussi peut-être pas forcément comme dirigeants, et donc cette posture, peut-être qu'ils sont toujours dans la posture un peu technique et dans la production. Ah oui. Plus que dans leur posture de. Oui. Et ça va même dans le vocabulaire qui a du sens. Les collaborateurs, ils disent mon expert comptable. Non, c'est pas ton expert comptable. C'est soit ton employeur, c'est soit ton boss, soit ton supérieur, mais c'est pas ton expert comptable, en réalité. Donc, tu vois, il y a des non-sens quand même. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont que experts comptables. Donc, forcément, ils se voient comme un technicien, parce qu'ils ont des formés des méga techniciens.
Donc, bon, si tu veux. Ils ont des dossiers. Ils ont des dossiers, ils ont des cabinets. Bon, moi, j'avais des clients et une entreprise. Bon, ben voilà, écoute, chacun son style. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, tu as commencé alors à publier sur LinkedIn aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu comment c'était venu cette folle idée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Bon, je te mets. Non, t'aimes pas qu'on te mette dans une case, mais on va dire en tant qu'ancien expert comptable, c'est peu. On va dire que c'est peu courant de voir la profession du chiffre s'exprimer sur LinkedIn. Alors, est-ce que ça t'a pas fait peur de publier Comment ça t'est venu, pareil, naturellement? Écoute, j'avais ouvert une page d'écriture, j'avais ouvert une page Facebook où j'écrivais des textes un peu sur ce que je vivais ou un peu sur... Ton journal intime, un peu? Des fois, oui, sans trop donner tous les détails précis. Mais voilà, sur mon évolution, sur ce que je découvrais dans mes changements, tout ça. Donc j'écrivais. Quand en 2022, j'ai commencé à m'intéresser à l'automne, j'ai commencé à m'intéresser à... Ouais, c'est quoi la démarche la démarche marketing pour pour faire un job sur Internet, quoi. Et il y a un truc hyper intéressant, il faut que je te dise, c'est qu'en 2018, à l'été 2018, je fais un travail perso pendant mes vacances. J'ai acheté un livre sur la visualisation créatrice. J'adore, ça me parle. T'as le titre et le... Non, j'ai pas, non, mais ça s'appelle visualisation créatrice. C'est un nom indien, c'est très clair, avec un truc un peu bleu, un peu énergétique, là, sur la pochette. C'est un livre de poche. Je me crée ma vie de dans 5 ans. C'est-à-dire la visualisation créatrice, c'est la puissance de l'intention. C'est OK, c'est quoi que la vie que je veux dans 5 ans? Donc, qu'est-ce que je fais dans 3 ans? Qu'est-ce que je fais à 1 an? Qu'est-ce que je fais à 6 mois, à 3 mois? Ton rétro-planning. Ouais, à peu près. Et moi, dans 5 ans, je me dis, j'ai un job sur Internet, je vis quelque part dans le monde, j'ai mon blog, j'ai ma chaîne YouTube, et j'ai tout ça. Et alors, je suis expert comptable à ce moment-là. Ah, t'étais encore Oui, expert je suis comptable. à l'été 2018, j'ai mon cabinet, j'ai tout ça. Mais sauf que je suis plus bien dans mon couple. Il y a juste dans mon cahier, j'écris pas que je veux divorcer. Et 5 ans après, c'était 2023. Et 5 ans après, j'y suis. Et tu tournes un épisode de podcast. Comment? Et tu tournes je tourne un podcast avec toi. Donc, je te jure, donc moi, j'encourage les jeunes à s'imaginer, à se projeter, à se visualiser, à créer leur futur. Écoute, j'ai souvent fait ça. Quand j'étais en train de quitter mon ex, j'ai écrit la femme que je voulais rencontrer. J'ai écrit, voilà, je voudrais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, ce serait telle ou telle option. Enfin, si, en gros, si c'est ça aussi. Tu vois, j'ai écrit. Et je te jure, j'ai rencontré encore mieux que ça. Mais j'ai rencontré. Donc, on a une puissance qu'on sous-estime. Ouais. On a une puissance de la pensée, de la création, et après, il faut se mettre en mouvement. Que tu ne te dis pas qu'en 2023, tu es arrivé tout seul, j'ai rien fait, j'ai attendu dans mon coin. Mais en réalité, tout ce que j'ai écrit, c'est arrivé. Tout ce que j'ai visualisé, pensé, voulu, c'est arrivé. Mais je pense qu'aussi, ce qui est important, c'est surtout de se poser la question. Parce que souvent, on est dans le quotidien, dans le truc. À la limite, on voit d'ici l'année prochaine. Mais moi, c'est pareil, je le fais assez naturellement de me dire où est-ce que je me vois. Alors, pas forcément exactement ce que je ferais, mais en tout cas, quand je me repositionne, tu vois, quand j'étais étudiante, vu que moi, j'ai toujours eu pour objectif le DEC, quand j'étais en DCG, je m'intéressais déjà un peu au DCG, tu vois, au moins les basiques, mais savoir les matières, les coefs, les trucs. Tu l'as un peu, toi, ça. Ouais. Tu l'as un peu. Ouais. Et quand j'étais en DSCG, je m'intéressais un peu au stage, comment ça se passe et tout. Puis maintenant que je suis en stage, je m'intéresse plus à qu'est-ce qu'il y a après. Et donc, du coup, ça donne une toute autre dimension parce qu'au final, tu sais que en fait, ce qui va arriver à court terme, c'est une étape, mais toi, tu réfléchis déjà à qu'est-ce que tu vas faire après, etc. Ouais. Et donc, niveau motivation, c'est totalement différent. Alors, je ne sais pas si ça motive, mais toi, tu pourrais aller plus loin. C'est que tu prends tu fais bribe par bribe, mais tu dis dans 5 ans, pas forcément le métier que je fais, mais je suis comment? C'est-à-dire, je suis comment? Je suis où? Ouais, c'est comment je me sens. C'est pas forcément l'activité que tu vas faire. C'est où je suis rendu. C'est comme ils disent les Québécois, où tu vas être rendu dans 5 ans. Tu vois? C'est pas grave l'activité si tu la connais pas. Tu vois, moi, je savais pas quelle activité j'allais faire. J'ai mis que je vais avoir un blog, je vais avoir une chaîne YouTube. Tu serais sur Internet. Je vais avoir des clients par Internet, et ci et ça, et c'est ce que je fais.
Mais je savais pas que j'allais être coach de expert comptable. Hein. Donc, oui, c'est plus une vision, enfin c'est global, comment je veux me sentir, et après le reste c'est un moyen, enfin sur internet t'aurais pu, ça se trouve t'aurais écrit des bouquins de développement personnel, ça aurait été sur internet, enfin c'est assez large pour englober, c'est un bon exercice parce qu'en plus, donc là on tourne cet épisode, on est le combien ? On est le 6. On est le 6 et 6 donc mon anniversaire c'est dimanche, donc j'aurai 25 ans. Du coup, c'est un quart de siècle dans ça. Donc dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Donc voilà. Dans 5 ans, t'es où, t'es comment ? Et ça peut être du perso aussi, c'est pas, vois, pas que du pro. Faut pas se limiter. Faut pas mettre dans des cases. Non, on se met pas dans des cases. Non. Je rigole, je taquine, mais parce que c'est très lié aussi en soi, pro-perso. Quand même, mais c'est un bon exercice. Moi, j'ai pris une semaine, j'ai lu le livre, j'ai adoré, et j'avais mon cahier, j'écrivais, c'était pas tiens, là je suis là, je vais penser à ci, je vais penser à ça. Non, c'est OK. Et puis, vraiment, elle te met dans une posture, dans une démarche. Elle te presque, à chaque fois que tu fais, tu fais une intention, tu dis des phrases puissantes avec. Et donc, c'était vraiment ça. Bon, regarde, quand je vous revois ça, je me dis c'est puissant quand même. Et t'avais pas mis que tu publierais sur LinkedIn par contre. Comment tu mais j'avais mis que ce serait sur Internet, les réseaux sociaux, les blogs, parce qu'à l'époque c'était. Si c'était. Oui, c'était. Mais c'était pas aussi précis. Ça n'a pas besoin d'être précis. C'est non, LinkedIn mais ce que ou je voulais Instagram. dire, c'était pour revenir à LinkedIn. On se disait comment. Je sais pas, est-ce que tu avais des freins ou des peurs en te disant je vais m'afficher sur LinkedIn, etc. Alors, LinkedIn, en 2000, quand j'ai commencé, tu sais, le Covid, tout ça, le confinement, j'ai pris du recul. LinkedIn, T'en avais marre. Moi, ça m'a quand même perturbé. J'ai eu 2020, 2021, j'ai perdu espoir en l'humanité. Bon, c'est vrai ce que je te dis. J'ai perdu espoir en l'être humain. Donc, quand j'allais sur LinkedIn, je voyais avec leurs photos, je vous aime, mais je vous voyais avec vos masques en photo et je me disais, ça me dépitait. Je dis, c'est ça l'entreprise et ils sont rendus là à faire des photos avec des masques, ils sont tout contents. Et moi, je me suis barré parce que, non, je respire pas avec un masque. Ma fonction primaire, c'est de respirer et je mets pas un masque sur ma face. Donc, je m'en vais. C'est tout. Je me suis assez battu avec les commerçants, les machins, donc je me barre. Donc LinkedIn me déprimait un peu. Je me suis dit, bon, c'est un incontournable. J'y vais, entier, comme je suis. Apprends-nous à laisser. Et je m'amuse, et je suis moi, et j'apporte ce que je suis, ce que j'aime. Je le fais à ma manière, et je suis authentique. Voilà. Et ça va bien. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, ouais. Et ça t'apporte quoi, LinkedIn ? Tu publies assez régulièrement ? Tu publies plusieurs fois par semaine ? Comment tu t'organises ? Tu as un planning ? Tu notes tes idées au fur et à mesure ? Comment tu fais ? Non, pour répondre un peu, à l'automne 2022, je me forme, je suis des gars, je suis Antoine BM, je suis Jérémy Coleman, je suis des gars comme ça qui m'inspirent, qui sont décalés. T'es expert comptable, tu suis des gars... Enfin, t'es expert comptable. J'étais pas, mais ça fait voir les choses autrement. Donc oui, je publie. Je comprends qu'il faut publier régulièrement. J'aime bien écrire. Je retrouve... le côté... Tu avais mis un peu, parce que tu avais le côté blog. Donc le blog, tu avais quand même une part d'écriture. En fait, j'avais la créativité que j'ai mis sous le tapis pendant 20 ans que j'étais expert comptable. Alors quand je pouvais faire un beau slide ou des machins, je le faisais. Mais bon, créativité dans des slides, c'est pas très... Ça va pas très loin. Ça reste dans un cadre. Ouais, ça reste bon. Donc ma créativité, je l'exprimais par qui j'étais, comment je faisais les choses. Mais là, pouvoir exprimer ma créativité, dire, écrire, mettre les couleurs que je veux, les trucs que je veux, détendre les gens, les stimuler, les faire bouger, les faire réfléchir, je kiffe. Ça me plaît. Je retrouve de la créativité qui me nourrit. Mon pouvoir de créativité et créateur, cette puissance-là, je suis content de l'avoir retrouvée. Tu n'es pas seulement sur LinkedIn aussi, tu fais des vidéos YouTube un peu ? Je fais des vidéos YouTube et j'avais, à l'automne 2022, j'ai créé une autre chaîne
sur Oui, et ben YouTube. tu sais que je l'ai trouvé. Ah, tu l'as trouvé? En fait, parce que je crois Bah. que j'avais tapé Michael Benaïm, mais du coup, je sais plus si c'est. Enfin, en tout cas, c'est pas une chaîne sur l'expertise comptable, c'est peut-être Non. développement perso. Non, ou ça je sais s'appelle plus. Libère ton tigre, Michael Benaïm. Ouais, c'est ça. Tu pouvais Et aller voir. c'était Allez-y. sur. Ah bah sur là, quelle c'est du thématique développement perso. J'ai fait des vlogs au Canada, au Mexique, à Paris. J'ai fait des tirages d'oracle. J'ai raconté j'ai fait des trucs. J'ai fait 25 vidéos. Là, j'en ai plus. Là. Donc, je me suis amusé aussi. Et maintenant, tu as ta chaîne plus côté expert comptable. Ouais, c'est toujours libéré. Expert comptable libéré, libère ton tigre. Et puis, j'ai un tigre en logo, tu vois. Donc, ça revient libéré, la puissance, le choses comme ça. Ouais, ça... Ouais. Ouais, j'ai une chaîne que j'ai pour ambition de plus la booster, quoi, de plus faire de vidéos. Voilà. Et tu nous disais du coup que tu étais au Canada, au Mexique. Alors, côté voyage, est-ce que tu peux nous dire un peu tu nous disais que tu étais en Suède au moment du Covid. Mm-hmm. Et après, du coup, comment ça s'est fait? Comment tu as choisi les pays? Est-ce que tu restes là-bas longtemps? Est-ce que tu vas poser tes bagages quelque part? Alors, écoute, quand on est parti en Suède, on ne savait pas combien de temps on allait partir. On a rempli la voiture, on a vidé l'appart. Et on est parti sans savoir combien de temps on allait rester. On s'est dit juste, on se barre. J'ai acheté une voiture d'occasion. On y est resté 18 mois. 21 mois. Une forme de retraite, un peu, voilà. Et après, ça manquait de relations sociales quand même. Même si les Suédois, ils sont accueillants et chaleureux, mais à leur manière de gens du Nord. Donc voilà, ça manquait de chaleur à tous les points de vue, que ce soit le soleil ou la chaleur humaine. Oui, parce des que relations. Le soleil, il y a peu d'heures d'ensoleillement dans la journée. Alors, on non n'était pas complètement au nord, mais quand même, l'hiver, à 4h30, il faisait noir. Et il faisait... Ah ouais, à 4h30 de l'après-midi. Ouais, il faisait noir. Ah oui. Et à 8h du matin, il fallait attendre pour que le soleil se lève le lendemain. Donc ça joue sur le moral aussi, je pense, non? Bon, on est en mode cocooning, des petites bougies partout, des bons cafés, des bons gâteaux. Non, ça va, c'est beau. C'est beau. C'est un beau pays. Et l'été, il fait nuit jusqu'à 11h, 11h30. Et là, le soleil se lève à 3h30. Ouais, donc là, on rattrape un peu. Il fait beaucoup jour, donc c'est chouette. Et comment vous faites pour choisir votre prochaine destination alors? On veut se rapprocher du Québec, parce que ma blonde elle est québécoise. On est loin, on est en Europe. Pour rejoindre le Québec City, c'est un voyage. Parce que Combien d'heures d'avion? On est déjà à 3 heures de Stockholm, là où on habite. Ensuite, il faut que tu fasses un Stockholm, une des capitales, soit Paris, soit Amsterdam ou quoi. Et après, il faut que tu fasses ton changement, ton transfert, puis que tu reprennes un autre avion. Donc, on est loin. Peut-être une grosse journée. Il y a peut-être un 16-20 heures de transport. Et le Québec, alors, c'est comment? Est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau, je sais pas, des mentalités, de la culture, etc. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que t'aimes là-bas? Écoute, j'ai une amie que j'ai vue là qui m'a dit les Québécois, ils ont pris le meilleur des Français et le meilleur des Américains. C'est un bon résumé. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont une vraie proximité, une vraie chaleur, une vraie simplicité, une vraie vulnérabilité. Voilà, ils sont vrais. Ils disent les vraies choses et ils sont vrais. Ils passent pas par quatre chemins, ils sont chaleureux. Voilà, je suis en amour avec eux. Ils disent comme ça, je suis en amour avec les Québécois. Donc ça me manque là, des fois, ça me manque les Québécois. Des fois, j'écoute des vidéos sur l'accent québécois ou des vidéos de. J'aime leur état d'esprit. Tu rentres à un endroit, un resto, un magasin, on dit bonjour, comment ça va? En plus, dit comme ça, du coup, ça paraît un peu simple, mais n'empêche qu'en France, quand tu rentres dans un magasin, on te dit pas ça. Non, et puis leur manière de parler, elle est comme je viens de te dire. Leur français à eux, il est comme ça. Il est cash, il est direct, il va droit à l'essentiel, il a des mots. Ils ont une culture à eux, voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, j'adore. Voilà. Je me sens plus proche d'eux. Quand je suis allé là-bas, j'avais l'impression d'être, je sais pas, d'être à la maison. Ouais, d'être à la maison, d'avoir retrouvé
Des gens avec qui, je sais pas, peut-être si j'avais dans anciennes vies, peut-être j'en avais là-bas, hein, ou je sais pas, mais bon, c'est juste le climat qui fait vraiment moins entre 0 et moins 20 degrés. L'hiver qui dure 6 mois, c'est un peu dur. Mais pour autant, c'est pas des gens froids. On pourrait dire, ils sont froids, mais non. Et là, ça fait combien de temps que tu y es J'ai passé 3 mois à l'été, là-bas. Et puis en 2019, j'y étais à la moitié de l'année. Puis pendant le Covid, c'était compliqué. On pouvait pas y aller. Et vous avez prévu de rester là-bas ou Non, on va vivre au Mexique, sur la Riviera Maya, à la plage, Pourquoi le à la mer des Mexique? Caraïbes. Du coup, tu dis que c'est super le Québec et il fait froid. Honnêtement, quand on a vécu l'expérience Mexique, Riviera Maya, beau temps tous les jours. Tu vas à la plage turquoise tous les jours, ou presque. Ça change la vie. Tu as de la luminosité tous les jours. Les Mexicains, ils ont le cœur ouvert. Ça change la vie. C'est des vacances, quoi. Ouais, ambiance vacances, mais toute l'année. Ouais, voilà. Tu te dis, le week-end, tu vas à la plage ou à une cénote, comme une piscine d'eau naturelle, et tu te dis, oh, mais là, je suis en week-end, et je fais un truc que j'aurais fait à des vacances extraordinaires que je serais allé une fois tous les 10 ans de ma vie, mais c'est mon quotidien de mon week-end. Waouh! C'est beau comme vie, ça me plaît, j'ai envie de rester. Donc, c'est mieux que le Québec, quand même. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Le plus, c'est cette relation de proximité, cette relation Parce que je crée un binôme avec les personnes que je coach, que j'accompagne, en fait. Oui, il se passe quelque chose. On vit Ils me disent des choses. Des fois, moi, je leur peux aussi leur confier des choses que je décide de confier pour leur montrer pour leur donner un exemple de ce que moi aussi je peux avoir vécu. Ouais, c'est ça qui me plaît le plus. Et ce qui me plaît le plus, c'est quand j'ai réussi à faire bouger quelqu'un et je vois qu'il est heureux, qu'il a réussi à faire bouger un truc. C'est juste waouh. Quand un client m'a dit bon, grâce à toi, grâce à nos coachings, j'ai passé une saison fiscale enthousiaste, et que je vois que ce qu'il dit, il l'est parce qu'il a le smile et qu'il arrive détente alors qu'il était stress. C'est ça ce genre de truc que j'aime. Et le moins? Le moins, des fois la régularité de faire du contenu, c'est pas, j'y arrive, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Compta? La compta, non, j'en fais plus. Je prends des experts comptables ou des sociétés ou peut-être je prendrai auto-entrepreneur ou je sais pas. Non, la compta, j'en fais plus. Je veux plus en faire. Donc, j'ai pris un expert comptable. Mais c'est bien de vivre. Je recommande à tous les experts comptables de prendre un expert comptable pour qu'ils vivent l'expérience. Ouais, mais je pense qu'il y a le truc de se dire on veut pas que quelqu'un d'autre voit la renta du cabinet, tout ça, non? Ouais, mais bon, eux, ils voient bien la renta de leurs clients, alors comment? Ouais, mais je pense qu'il y a le truc de le confrère. Peut-être qu'il y a peut-être un truc à débloquer là. Alors, oui, là, attends, les clients leur montrent tous leurs comptes et eux, ils montreraient pas leur compte à quelqu'un. Il y a un truc qui va pas dans les échanges là. Et ça m'est venu là, parce que là, pour l'instant, tu fais essentiellement du coaching expert comptable. Et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager de faire du coaching, mais pour, je sais pas, un expert comptable mémorialiste ou un collaborateur, un directeur de mission, ou tu fais essentiellement... est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Oui, dans le sens où déjà, quand j'accompagne l'expert comptable à opérer des changements entre son mindset puis ce qu'il va faire, c'est important qu'il soit en phase avec l'équipe. Il va devoir, j'aime pas donner des injonctions, mais s'il veut qu'il y ait une cohérence et que ça prenne encore plus, ça va être important que son équipe aussi, elle bouge. D'embarquer les équipes. Voilà, d'embarquer son équipe. Donc, soit lui, il est capable de le faire, et il le fait, et je le forme à le faire s'il faut. Soit je booste un peu, je fais 1 ou 2 ou 3 séances de coaching avec un directeur de mission ou quoi. Soit je fais un atelier avec ses collaborateurs, ses chefs de mission. Je suis ouvert. Donc, j'ai fait de la formation, comme je te disais. J'adore transmettre. Je voulais être prof. Voilà. Je voulais faire de la psycho. Je voulais faire psycho. T'as mélangé tout ça. J'ai mélangé tout ça. C'est cohérent. On y va. Voilà. Je ne demande plus qu'à y aller, moi. Mais je suis content de ce que je fais maintenant. Je ne me frustre pas de ce que je ne fais pas. Et je sais que ça va venir, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. J'ai la vision de tout ça. Voilà. Mais bon, je laisse aussi se faire les choses. Et du coup, tu es fier de ton parcours? Ouais, aujourd'hui, je suis fier, ouais.
niveau équilibre vie pro, vie perso. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu mieux par rapport à quand tu étais expert comptable, en tout cas. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Ouais, alors là, je suis coaché par ma compagne de vie là, qui me booste pour que je déborde pas. Parce qu'en fait, mes matins du Mexique sont les après-midi de France. Donc, quand je travaille Ah mon oui, t'es en matin, décalage. je suis en décalage il y a 6 ou 7 heures en fonction de l'année. Donc, mes matins, c'est les après-midi. Donc, moi, si je déborde trop, 13, 14 heures, 15 heures, bah, on a perdu un bout de l'après-midi. Donc, elle me pousse à... Mais aussi, bon, des fois, je m'arrête, des fois, je ne travaille pas de la journée. Voilà. Oui, clairement, oui. J'ai envie de profiter de la vie plus. Et quitte à demain avoir une équipe, à me faire aider sur des choses, voilà. Non, il ne s'agit pas que je sois au Mexique et je profite qu'un petit bout de week-end d'aller Tu profiter de la vois vie. la mer par ta fenêtre? Ah non, non, je veux la voir en vrai, je veux être direct. Non. Est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que tu t'es visualisé dans 5 ans, alors maintenant qu'on est en 2023? Ben, j'ai commencé cet été. J'ai commencé et écoute, comme j'ai déjà une vision de ce que je veux faire. J'ai déjà des idées. J'ai déjà plus que des idées. Je sais ce que je ferai sans que ça soit méga précis, mais j'ai une vision. Après, je me suis dit, tiens, je l'ai fait il y a 5 ans, je vais le refaire pour dans 5 ans. Mais je l'ai fait, j'ai moins eu besoin de trucs pro et j'ai plus été sur l'état d'esprit, le mindset, le bien-être, pour que je sais que c'est le support à ce que je sois bien. Et ça s'est fait naturellement, j'avais moins besoin. Je l'ai fait un peu sur le pro, et cette fois-ci, j'ai eu besoin de mettre d'autres bribes, plus de moi. En fait, je pense que vu que sur le pro, tu as un peu trouvé ce qui te faisait vibrer, donc tu es moins axé sur le pro maintenant et peut-être plus sur le perso. Et... Ouais. C'est peut-être ça. Ouais. Je pense. Ouais. Que tu disais, tu dis que tu as trouvé ta mission de vie un peu. Ben ouais, moi, quand je dis, je savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais l'envie d'aider les gens à faire des changements. Donc, quand j'aide l'expert comptable à faire des changements, puis demain, je vais aider l'équipe, que ce soit les autres personnes, hein, et le directeur de mission et tous ceux qui voudront bien, bah, je vais être dedans. Je vais être dedans. Écoute, j'ai visité le cabinet où j'ai racheté. Lapsus. Et je croise une collaboratrice qui a repris les clients en partie, puis elle me dit, je dis, je suis là, c'était il y a quelques mois, profite si tu veux me poser une question, je suis là, profites-en. Elle trouve sa question, elle me dit, ouais, Mickaël, comment est-ce qu'on gère ce client qui est compliqué? Alors je dis, ok, tu as 10 minutes, prends de quoi noter, on y va. En 10 minutes, elle a compris plein de trucs, et je me suis dit, je pourrais les aider, les collaborateurs, à faire des... Ça leur ferait plaisir en plus. Mais je l'ai dit après à l'expert comptable, mais bon, écoute, non, j'ai pas de problème. Bon, t'as pas de problème, je peux pas t'aider à les résoudre, donc le problème, il n'y a plus de problème. Mais ça m'a donné confiance ce moment-là, je sais que à un moment donné, j'irai vers les collaborateurs. Mais de toute façon, il faut que ça... Enfin, comme tu le dis, c'est dans son ensemble, et après, tu peux pas bypasser l'expert comptable, c'est aussi... le dirigeant. Tu peux pas bypasser le dirigeant, où ça doit venir aussi de lui à l'origine, et ça reste sa boîte. Si lui, il n'a pas déjà fait le travail sur lui-même... Ouais, c'est lui le premier, ouais. Et je veux pas... peut-être avant, j'aurais mentalisé en me disant, il faut... Non, là, ça va se faire, mais... Je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. Dans quel format encore, je sais pas. Quand, avec qui, je sais pas, mais ça se fera. S'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais différemment? Lesquelles? Je sais pas. Compliqué de répondre à cette question. Je sais pas est une réponse. Hein. Ouais, je sais pas. Peut-être plus m'écouter, plus écouter. Disons, trouver l'alignement cœur, esprit, c'est pas toujours été facile pour moi. Mon esprit voulait faire mon mental, mon esprit voulait faire des choses, mon cœur voulait faire d'autres trucs. Ça crée une disharmonie intérieure. Et pour toi, c'est cœur, esprit, tu fais pas un triptyque avec genre le corps ou si, le physique? corps aussi, je l'ai parfois oublié. Cœur, corps, esprit, ouais. Si c'était à refaire, j'en sais rien.
Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, si je n'avais pas été expert comptable, je ne pourrais pas coacher les experts comptables comme je le fais. Donc, j'ai de la gratitude aussi pour ce que j'ai fait qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis bon, je ne vais pas me culpabiliser, me dire j'aurais dû, j'aurais pas. Non, j'ai fait, c'est tout. Voilà, oui. J'aurais dû quitter plus tôt, j'aurais dû pas vivre à Paris, j'aurais dû pas rester avec cette personne pendant 20 ans. Bon, ça y est. Passer à autre chose. J'y peux rien de passer. Je peux transformer aujourd'hui et demain, mais hier, je peux pas. Et la dernière question, alors, qu'est-ce que tu dirais au Mickaël qui a 20 ans, qui avait son BTS peut-être qu'il vient d'avoir son BTS et qu'il est à l'Intech Ouais, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, t'es bon, et plus confiance en toi, parce que t'as tout ce qu'il faut. Et je lui dis, t'oublies pas. N'oublie pas ton cœur, n'oublie pas de penser à toi quand tu prends des décisions et de moins mentaliser. Plus lâcher prise. Ouais, plus lâcher prise sur... pas lâcher prise, mais moins... Ouais, lâcher prise sur... Moins intellectualiser les décisions. Ouais, c'est ça. Moins quand tu prends ta décision. À tes intuitions. Ouais, voilà. Que j'étais pas rattaché à mes intuitions, à mes décisions par le cœur. C'est plus la tête. Ouais, bon, il faut que ça soit. Quand c'est il faut, c'est la tête. Le côté expert comptable. Ouais, déjà le côté cartésien de nos sociétés occidentales. Donc bon, ouais, j'avais pas ce côté intuitif. Et qu'est-ce que je lui dirais ? Et peut-être je dirais que je dirais aux jeunes de manière générale aujourd'hui, c'est qu'on est je suis le créateur. J'aime pas dire vous et faux et des injonctions. Je suis le créateur de ma vie. Je suis aux commandes et je suis responsable de ce que je fais, de ce que je fais pas, des décisions que je prends, des décisions que je ne prends pas. Et c'est moi qui vais me rendre heureux. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas de la faute de l'autre, c'est pas j'ai de la chance, c'est pas il a de la chance, il a créé sa chance, j'ai créé ma chance, t'as créé ta chance, et je souhaite à ceux qui nous écoutent de créer leur chance et de créer leur futur et de créer la vie de leur rêve, voilà, tout simplement. C'est des beaux mots pour finir cet épisode. Écoute, Mickaël, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, donc je te remercie pour ce moment. Merci Julie. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, salut. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h